Alors, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, depuis vos positions respectives, depuis vos bords. Chers camarades, peuple d'Afrique, je vous demande ici de partager au maximum cette vidéo. Au fur et à mesure que les jours passent, on s'approche inéluctablement de la victoire, chers camarades. C'est moi qui vous dis ça. On s'approche de plus en plus, de plus près de la victoire de 2025. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à dire. Il faut être aveugle. Il faut avoir Dagbert dans les yeux. C'est qu'il faut avoir Apollo pour ne pas voir que 2025, eh bien, Gbagbo va prendre le pouvoir. Il faut être aveugle. Chers camarades peu d'Afrique. Même les aveugles entendent. Mais il faut être soumis. C'est qu'il faut être un Waworo même de dernière génération pour ne pas comprendre que, en réalité, 2025 là, c'est pour Gbagbo. Chers camarades peu d'Afrique, partagez la vidéo. On va aborder la question de Bachar el-Assad qui est tombé. Les gens sont en train de faire la désinformation. Nous, on va rétablir la vérité ici. Partagez la vidéo. Après ça, chers camarades peu d'Afrique, on va bien entendu parler de la question du Ghana. Il y a eu les élections du Ghana hier. La victoire, on sait qui a gagné. Et Dieu, oh my God, Dieu est fort. Dieu est fort. Dieu est fort. Chers camarades, Dieu est fort. Mais Dieu est fort, mais Dieu te demande de faire les efforts aussi. C'est ça, c'est la vérité. Dieu demande de fournir les efforts. Pour qu'il soit fort avec toi, il faut que toi tu fournisses ces efforts. Les efforts, c'est ça qui est la vérité. Chers camarades peu d'Afrique, Nadi Gbagbo, aujourd'hui a été coupé. On va bien entendu parler de tout ça. Chers camarades peu d'Afrique, partagez au maximum. Mettez la vidéo partout à travers le monde entier. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mini là. Voilà. Alors, camarades peu d'Afrique, partagez la vidéo, partagez, mettez partout. Partagez, mettez les cœurs. Apoutou, on va parler un peu d'Apoutou. On va parler du Mali et l'AES. Un peu plus en profondeur. C'est bizarre. Voilà. Lydie Congouri, soit salué. Alors, chers camarades peu d'Afrique, on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Donc, je disais tantôt que Nadi Gbagbo était à Tekoubé. Camarades peu d'Afrique, moi, je ne vais pas parler. Hein. Moi, je ne vais pas parler. Hein. Regardez vous-même comment les populations de Côte d'Ivoire aiment la femme là. Aiment Gbagbo à travers sa femme. Regardez vous-même comment les populations de Côte d'Ivoire aiment Gbagbo à travers sa femme. C'est ce qu'il dit aux gens. Quand tu vas venir dans le combat de Gbagbo, tu vas t'attirer la sympathie des militants de Gbagbo, des sympathisants de Gbagbo. Et puis, après, tu vas dire non, je suis aimé et tu as parti. Mais tu as parti là. Tous ceux qui t'ont aimé là, ils vont te lâcher. Moi, aujourd'hui là, les gens me suivent. Les gens m'adorent. Les gens, quand je dis adorer, ce n'est pas au sens d'idolâtrie, hein. Non. Les gens m'aiment. Mais c'est pas à cause de moi-même ma tête que les gens m'aiment parce que c'est le combat de Gbagbo. Moi-même, j'ai même des homonymes dans Côte d'Ivoire là. Il y a des enfants, on leur a donné le nom Brogoné. Il y a des enfants dans Côte d'Ivoire. Et je salue mes homonymes au passage. Il y en a à Gagnoa, il y en a à Makori. Je salue mes homonymes au passage. Donc, Nadi Gbagbo, les Ivoiriens ont constaté que la femme là, elle aime son mari, elle se bat pour son mari, elle se bat pour la Côte d'Ivoire, elle aime la Côte d'Ivoire. Donc, les Ivoiriens lui rendent ça. Chers camarades peu d'Afrique, vous-même, regardez un peu ça, regardez un peu. Regardez un peu l'accueil. Regardez l'accueil un peu.
Regardez vous-même la terre. Regardez Djamana. Regardez le monde derrière là-bas. Regardez le monde derrière là-bas. Vous voyez le monde derrière là-bas. Vous voyez le monde. Vous voyez le monde là-bas là. Vous voyez le monde là-bas. Ah, ouais, on a lié les enfants pour l'accueil. Vous voyez l'honneur. Vous voyez. Tu vois. Elle veut accolade aux enfants, tout ça. Il y a des femmes là, c'est une bonne femme. Ouais. Ouais, le monde. Bon, ça c'est dehors d'abord. Mais dans la salle, là, c'est pas la peine. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas rentrer. Tout le monde ne peut pas rentrer. Quand tu réveilles Ngeta, tout le monde ne peut pas rentrer. Tellement qu'il y a Djamana, tellement qu'il y a le monde, tellement que les femmes sont sorties, tellement que les tontons, tout le monde est sorti, tellement que les gens sont sortis, frère. Ouais, Nadi Babo, Ini Bara, ouais, tu es femme aussi. Elle a peur le coin. Elle n'a pas prêt de s'arrêter. Elle allait annoncer, elle allait donner un message du président Wang Babo. Et puis elle a annoncé l'arrivée du président Wang Babo là-bas. Oui, parce que incessamment, le président Babo va entamer sa tournée Kokoko. Il va entamer sa tournée dénommée Kokoko, tournée Kokoko. Incessamment, vous allez voir. Tapotez, partagez la vidéo, chers camarades, peu d'enfants. Donc, quand on a fini ça, chers camarades, eh bien, le vent tourne. Le vent tourne. Le vent tourne. Frère, au Ghana, John Dramani Mahama. John Dramani Mahama. Vous avez entendu ce nom, John Dramani Mahama. Le président de NDC. Le président de NDC au Ghana. Il a été président de 2012 à 2017. De 2012 à 2016-2017. 2016-2017. Frère, Nana Akufo l'a frappé pour le mettre à terre. Il est parti se préparer encore. Et puis il est venu à la charge. Le parti de Nana Akufo, là, le NPP, le NPP, ils sont venus en face à face. L'ancien président, là, il a KO le gars. Et puis le gars a pris des bains. L'ancien président, là, c'est lui qui est devenu président encore. L'ancien président, là, John Mahama, là, il est devenu président. Ça vous dit rien? Ça vous dit pas quelque chose? Quand on a d'Afrique. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Hein? Et puis, c'est notre gars, hein? C'est un parti de gauche. C'est le parti de Rollins qui est là comme ça. Un panafricaniste. C'est un panafricaniste qui est là comme ça. John Mahama, c'est un panafricaniste qui est là comme ça. Ça, c'est notre gars. Le gars, oh Dieu, Europe man, j'ai gagné l'Afrique. Europe man. Mali,
c'est nos gars. Burkina, c'est nos gars. Niger, c'est nos gars. Bon, la Guinée, c'est un peu comme ça. Mais quand même, on est ensemble là-bas. En tout cas, ils ne sont pas nuisibles vis-à-vis du panafricanisme. Donc, on est ensemble là-bas. Ghana, c'est notre gars. Sénégal, ils sont en train de s'y ranger. Sénégal est en train de s'y ranger. Bon, Draman, quel oui. Quel oui. Camarade de l'Afrique, on va écouter ici la déclaration du candidat malheureux à l'élection présidentielle du Ghana. On va l'écouter et puis bon, on va décortiquer, on est parti. À la présidentielle, les résultats officiels n'ont pas encore été proclamés, mais le candidat du parti au pouvoir, Mahamadou Bawumia, a déjà reconnu sa défaite. On l'écoute. Le peuple ghanéen s'est exprimé. Il a voté en faveur du changement et nous respectons cette décision en toute humilité. Je prononce ce discours de concession avant l'annonce officielle de la commission électorale afin d'éviter toute tension supplémentaire et de préserver la paix dans notre pays. Et cette victoire marque un retour historique pour John Mahama. Il devient le premier chef d'État du pays à reprendre la présidence après en avoir été chassé par les urnes. On retrouve notre envoyée spéciale à Accra, Julia Guggenheim. C'est une explosion de joie ici à Nima, dans ce quartier d'Accra, considéré comme un bastion de l'opposition. Nous nous trouvons depuis hier soir. Eh bien, nous avons entendu déjà les concerts de klaxon de Vuvuzela et on a vu les drapeaux du parti, le NDC, qui étaient de sortie. Les partisans étaient confiants de l'avance de leur champion. Alors cette avance, elle a été suffisante pour que son adversaire, l'actuel vice-président Mahamadou Bawumia, concède sa défaite ce matin lors d'une allocution. Il a également félicité celui qui a été l'ancien président du Ghana jusqu'en 2016, John Mahama, pour sa réélection. Alors les résultats de l'élection législative, eux, prennent un petit peu plus de temps à être comptés. La commission électorale a promis que la totalité des résultats serait annoncée d'ici 72 heures. Ces élections, eh bien, elles se sont globalement bien passées, à part quelques incidents isolés, notamment dans le centre et dans le nord du pays, qui ont provoqué la mort de 2 personnes. Les observateurs s'attendent à ce que la transition entre le NPP et le NDC se passe également de manière pacifique, comme ça a toujours été le cas dans ce pays considéré comme un modèle de démocratie ici en Afrique de l'Ouest. Il y a eu 2 morts. 2 morts. Parce que les deux morts ont eu lieu au nord du Ghana. Parce que les deux sont natifs du nord. C'est pourquoi là-bas, ça a plus chauffé. Vous comprenez ça? Bawumia et puis Mama, ils sont tous natifs du nord du Ghana. Donc c'est pourquoi il y a eu plus de tensions au nord et puis il y a eu ce qu'il y a eu au nord. Donc nous nous inclinons devant la mémoire de ces personnes-là et nous adressons nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Voilà. Donc, vous avez vu, chers camarades, ceux qui disent que Gbagbo ne peut plus prendre le pouvoir là. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit vous dire encore pour vous rassurer. C'est comment on appelle ça? C'est Lula da Silva qui a montré l'exemple. Il a frappé Jair Bolsonaro. Il est dit, on l'a gagné, il est parti, il est tombé. Ils l'ont mis en prison. Bolsonaro l'a mis en prison. Puis il est sorti de prison. Puis il a frappé Bolsonaro. Puis il a pris le pouvoir. On a dit, hey, ça là, les anciens présidents sont en train de revenir en force. Les gens disent, oh, c'est rentré sorti ici. Trump. Il a frappé, pendant qu'il a les ennuis judiciaires de malade. Il a frappé les candidats démocrates, les deux ensemble. Ils ont mis Joe, il a frappé Joe. Après, ils ont enlevé Joe, dans les sondages, ça ne va pas. Amener Kamala Harris. Kamala Harris est venu, il a frappé ça encore. Et puis, il est président.
John Mahama vient de faire la même chose. Qui dit que Gbagbo ne va pas faire la même chose? Qui dit que Gbagbo ne va pas faire la même chose? Gbagbo va frapper ça. Gbagbo va frapper ça en 2025. Frère, je suis confiant comme de la manière je crois que demain va faire jour. La victoire de Gbagbo en 2025 là. Je crois à 100 comme je crois que demain il va faire jour. C'est à nous de nous donner les moyens de mobiliser nos militants. Le paysage politique national, le paysage politique international, le paysage géopolitique, c'est-à-dire que est favorable. Tous les voyants sont au vert. Tous les voyants sont au vert. Voici un autre soutien phare de Dramane Ouattara qui vient de tomber. Un autre soutien phare de Dramane Ouattara de la Sourire qui vient de tomber. C'est avec Akufo-Addo. Il menaçait les Blancs de mener une guerre du cacao contre eux. C'est avec Akufo. Il menaçait les Blancs. Vous vous rappelez, je vous envoie une vidéo ici, où Dramane Ouattara a reçu Nana Akufo-Addo, où les deux sont allés signer des accords, où Dramane Ouattara s'est tenu pour dire que ils vont tout faire maintenant pour transformer le cacao sur place. Et qu'ils vont tout faire pour trouver la monnaie, pour mettre en place l'éco. J'ai envoyé la vidéo ici. Je vous ai dit que c'est une déclaration de guerre à l'Occident. Et à la France en particulier. Vous voyez ça, non? Donc, c'est sûr, Nana Akufo-Addo, il s'appuyait. Mais aujourd'hui, Nana Akufo-Addo est tombé. Son parti est tombé. Ce n'est même pas Nana Akufo-Addo seul. Le parti de Nana Akufo-Addo est à terre. C'est le parti qui est proche de nous, l'opposition, qui est venu maintenant. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Mais, quand par ton comportement de démon, tu fais palabre à tous tes voisins. Tu t'en prends à tous tes voisins. Mais forcé, quand tu auras les ennuis là, mais tes voisins vont pas t'aider. Je ne dis pas quand tes voisins sont instrumentalisés par les gens, par les étrangers contre toi. Je ne dis pas ça. Je dis, quand par toi-même ton comportement de démon, par ton alliance moutonnière avec l'étranger, tu cherches palabre avec tous tes voisins, tu fais palabre à tous tes voisins. Quand ça va démarrer, là, quand tu auras dans les difficultés, tes voisins vont te laisser. Et ce qui s'est passé en Syrie aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé en Syrie aujourd'hui, chers camarades d'Afrique. Aujourd'hui, Dramane ne s'entend pas avec le Burkina Faso parce qu'il veut déstabiliser ce pays. Il ne s'entend pas avec le Mali parce qu'il veut déstabiliser ce pays. Il ne s'entend pas avec le Niger parce qu'il veut déstabiliser ce pays. Il ne s'entend pas avec même avec la Guinée, il ne s'entend pas. Il ne s'entend pas avec la Guinée. Bon, voici le Ghana maintenant qui vient de basculer dans l'autre camp des souverainistes et des panafricanistes. Bon, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Yoraman. Mais regardez ce qui s'est passé avec Bachar al-Assad. Regardez ce qui s'est passé chez camarades d'Afrique. Bachar al-Assad, c'est-à-dire que le gars, non seulement il brimait son peuple, frère, il maltraitait son peuple. Ça là, c'est une réalité. Il maltraitait son peuple. Mais malgré ça, la Russie l'a aidé à ne pas tomber en 2011. Et il a pu se maintenir. Mais quand quelqu'un lave ton dos, toi-même, il faut laver ton ventre.
Tu as 3000 réfugiés sur ton pays, sur ton voisin, la Turquie. 3000. À côté de ton voisin, la dernière ville à côté de ton voisin, les rebelles sont là. Les rebelles sont là. Mais il faut chercher à entamer une médiation. Il faut chercher à entamer une médiation pour que tu puisses trouver un terrain d'entente avec ton voisin proche. Pour ne pas que ton voisin là soit le soutien des rebelles qui sont adossés à sa frontière. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'a pas fait ça. Lui, dans sa tête, il n'a qu'à avoir le contrôle de l'économie du pays. Il n'a qu'à avoir son pouvoir à Damas. Tout le monde n'a qu'à mourir, il s'en fout. Mais ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Les exilés politiques, on n'en parle pas. Les exilés politiques, chaque opposant, même lui-même, son ancien vice-président, a démissionné, il a chassé. Il dit voilà. Donc, à un moment donné, la Russie ne pouvait plus soutenir ça. La Russie ne pouvait plus soutenir ça. C'était trop flagrant. C'était trop honteux. Est-ce que vous comprenez? C'était trop honteux. Donc, Erdogan qui est là, Erdogan de la Turquie, là. Mais c'est Erdogan qui a fait tomber Bachar. C'est ça que les gens ne vous disent pas. C'est Erdogan qui a fait tomber Bachar al-Assad aujourd'hui, là. C'est lui. Et pas d'autres personnes, c'est Erdogan qui a fait tomber Bachar al-Assad. Parce que le poids de 3 millions de réfugiés, c'est trop. 3 millions de réfugiés, le poids est trop lourd. Ça, c'est syrien seulement. Irakien, on n'en parle pas. Donc, lui, il cherche des compromis pour que le gars, il calme la situation et puis les réfugiés vont pouvoir revenir. Il ne veut même pas. Il ne veut rien comprendre. Donc, Erdogan il a entamé négociation avec Poutine. Vous dites, Joe, moi, il a frappé le gars, là, il va tomber. Hein. Parce qu'il devient parano. Donc, il faut que les réfugiés là puissent retourner chez eux. Il faut que les Syriens ont le droit d'avoir une vie paisible, quand même. Donc, il faut qu'on le fasse tomber. Donc, Poutine a eu des garanties et tout. Bachar al-Assad a pris drap. Quand il a pris drap, il s'est levé. La semaine passée, il est parti en Russie. Il est parti voir Poutine. Il est parti voir Poutine. Attends. Il faut bloquer ce gars-là. Attends. Ok. Voilà. Il est parti voir Poutine. Demander à Poutine de le soutenir comme en 2011. Comme Poutine l'avait fait. En envoyant, comment on appelle ça? Les éléments de Wagner, de Prigogine, là, sur le terrain, et puis en mobilisant l'aviation pour aller bombarder les gens pour freiner l'avancée des factions terror. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Poutine avait fait ça en 2025, en 2011. Mais, Joe, Poutine, il est en guerre. Non seulement il est en guerre, contre l'OTAN. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Joe Biden est en train de s'apprêter à mobiliser 100 000 hommes. 100 000 hommes de l'OTAN pour aller les déverser à la frontière russo-ukrainienne. Bon, je vais dire pas les déverser dans une zone qu'ils vont appeler une zone tampon. Pour aller les verser dans une zone tampon. Mais Poutine ne veut pas des zones tampons. Il ne veut pas des zones tampons, hein. Lui, il veut la démilitarisation totale de l'Ukraine.
Il ne veut pas que même un seul missile de l'OTAN vienne s'installer dans l'Ukraine. Il ne veut pas. Donc, là où ils sont en train de dire là, lui n'est pas prêt. Donc, si Poutine s'engageait dans cette guerre contre les groupes rebelles là, les groupes terroristes là, il sait, c'est une grosse coalition. C'est une grosse coalition. Et il sait ce qui s'est passé aussi en Afghanistan. Il sait ce qui s'est passé en Afghanistan. C'était un piège. S'il s'engageait dans cette guerre, c'était un piège. Il sait ce qui s'est passé en Afghanistan dans les années 70-75. Quand le commandant Massoud, et là, qu'on en soit salué, quand le commandant Massoud s'est illustré avec ses compagnons, quand Al-Qaïda a été créé par Saddam Hussein, Al-Qaïda a été créé, il sait comment tout ça a été créé. Il sait que c'est les Américains qui ont créé tout ça là. Les Moudjahidines, les terroristes sont sortis de tout part. Bon, c'est pas les terroristes, excusez-moi. Les Moudjahidines sont sortis de tout part à travers le monde. Ils sont sortis de partout dans le monde. Les musulmans, là, ils sont sortis de partout à travers le monde pour rallier l'Afghanistan. Pour venir combattre. Ils ont demandé les armes aux Américains. Donnez les armes, on va combattre les Russes. Mais Brezhnev a compris que c'était perdu. Brezhnev a compris que c'était perdu. Et c'est à cause de ça, Brezhnev même, il a presque perdu son poids. Il est mort rapidement. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il est mort. Après, Brezhnev, il y a un qui a appris, qui n'a pas pu gérer le pouvoir. Et puis, comment il s'appelle maintenant? L'autre président là, lui qui n'avait pas cheveux sur ta tête là. Son nom va me revenir. Lui, il a pris le pouvoir, lui, et puis il a retiré tous les Russes de là-bas. Gorbatchev, qui a retiré tous les Russes de là-bas. Mais c'était pas du jeu. Merci Gorbatchev. C'était pas du jeu. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'était pas du jeu. Donc, Poutine a vu que s'il s'engageait, il allait perdre. Il allait perdre là-bas, il allait perdre. S'il n'était pas en guerre, il n'y a pas de problème. Mais comme il est en guerre contre l'Ukraine, s'ils vont ouvrir notre front là-bas, il est mort. Ils vont les gagner là-bas. Ça, c'est clair. Donc, pour éviter ça, il a dit à Bachar, je vais te donner les armes, les munitions, défends-toi. On va faire 2-3 rafales pour freiner leur avancée, mais toi-même, défends-toi. Mais il s'est trouvé que les soldats, comment on appelle ça? Les soldats turcs, les soldats, comment ils s'appellent? Les soldats syriens avaient le moral très bas. Parce qu'on les payait, Bachar ne les payait pas. Voilà. Bachar ne les payait pas régulièrement. Bachar ne s'occupait pas d'eux. Bachar ne s'occupait pas bien d'eux. Donc, ils ne sont pas battus. Ils ne sont même pas battus. Est-ce que vous avez vu à Damas, il n'y a même pas eu un seul combat à Damas. Damas, qui est la capitale. Il n'y a même pas eu combat à Damas. Donc, toi, tu ne t'occupes pas de tes militaires. Tu ne t'occupes pas de tes soldats. Et puis, c'est moi qui ai envoyé mes soldats. Alors que moi, je suis en guerre. Poutine lui a dit non, je ne peux pas. Je vais te donner les armes, mais je ne peux pas te donner mes soldats. Toi aussi, moi, je suis en guerre. Et puis, je ne peux pas m'engager dans une guerre là-bas. Ah, guerre contre les Arabes. Tu as perdre. Tu as perdre. Donc, eux, ils ont refusé de combattre. Ils disent qu'ils ne combattent pas. Est-ce que vous comprenez? Ils disent qu'ils ne combattent pas. Vous comprenez, non? C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, maintenant, Erdogan a donné les armes. Petit, allez-y, fouettez. En 11 jours, ils ont coulé la Syrie. En 11 jours. Ah tiens, même si on dit, quand même. En 11 jours, ils ont pris, les villes sont tombées les unes après les autres. Il n'y a même pas eu de combat. Bachar lui-même, il a pris la poudre d'escampette. Actuellement, il est en Russie. François Zantosa salué. Actuellement, il est en Russie. Poutine l'a reçu là-bas. Donc, il est en Russie actuellement.
Est-ce que vous comprenez? Donc, pour dire que ce qu'on peut tirer comme leçon de la situation de Bachar, là, c'est que un président, même si tu n'es pas, même si tu n'es pas quitté le pouvoir, tu veux rester au pouvoir à vie. Il y a une manière de faire. Il y a une manière de faire. Il faut être d'accord avec ton peuple. Ton peuple, là, il faut le mettre dans ta poche. Mets ton peuple dans ta poche. Ça fait un. Tes soldats, là, tes fonctionnaires, là, il faut les mettre à l'aise. Mets-les à l'aise. Mets-les à l'aise. Quand tu fais ça, là, il n'y a rien. Et les Occidentaux ont crié ici, avant les élections de la Russie, je crois que c'était en 2040, c'était en 2023, non, fin 2023, non, les élections présidentielles de la Russie, là. Mais les Occidentaux ont crié sur tous les toits, Alexandre Navalny, oh, petit tu Alexandre Navalny, il y aura une révolution en Russie. Entre-temps, la campagne de Poutine, il avait mis la famille au centre de sa campagne. La famille. Il demandait aux Russes, faites des enfants, on va vous payer. Aujourd'hui, il dit aux Russes, faites des enfants, on va vous payer. Mais les Russes vivent à l'aise. Le litre de l'essence, vous savez combien en Russie? Quand on compare à la Côte d'Ivoire, vous savez combien en Russie? Le litre du carburant, le litre de l'essence, c'est combien? Le litre du carburant, ça va être 250 francs. Un litre d'essence en Russie, c'est 250 francs. 250. Son peuple, là, il le met à l'aise. Son peuple à l'aise. Même les territoires qu'il a annexés, là, les nouvelles républiques qu'il a annexées au niveau du Donbass, là, il les met à l'aise. Et tous ont le même droit que les Russes qui sont à Moscou. Vous comprenez, non? Donc, le Russe, là, si tu parles mal de Poutine, il est capable de t'allumer. Parce qu'ils ont vécu pire. Ils ont vécu la période des monarques. Les tsars. On les appelle comme ça, les tsars. Les rois, là, on les appelait comme ça, les empereurs. Ils ont vu la révolution bolchevique. Ils ont vécu la révolution, ils ont l'histoire de la révolution bolchevique. Comment Lénine les a sauvés. Et puis Staline a continué. Ça après, c'est Alcine qui est venu tuer les Russes. Alcine, le soulard là, qui a failli brader tout ce qui appartenait aux Russes, aux Occidentaux. Et Poutine est venu prendre le pouvoir, il a redressé la barre. Donc, actuellement, là, c'est Poutine qui est leur Dieu. Ben, il met son peuple à l'aise. Donc, opposant là. Opposant là. Et il te frappe. Tu es opposant. Tu es opposant comment même? Tu es opposant comment? Est-ce que vous voyez? Donc, quand tu fais ça, tu peux durer au pouvoir. Vous avez vu comment Kadhafi a duré au pouvoir? Mais malgré qu'il est tombé, mais tous les Libyens regrettent. Tous les Libyens regrettent. Mais en Côte d'Ivoire, un président qui déclare la guerre à son peuple. Un président qui déclare la guerre à son peuple. Il va casser les maisons des gens. Il les chasse. Il leur arrache leur terre. Il augmente la vie sur eux. Il ne leur donne pas à manger. Bon. Comment toi tu peux durer au pouvoir? 2025, si Dieu t'a amusé là, pays là, ça m'a s'est passé. Il a dit ça, il faut écouter. Parce que Bachar al-Assad, quand même, lui, il a eu le temps de fuir. Mais toi, tu n'auras pas le temps de fuir.
Oui, tu n'auras pas le temps de fuir. Tu seras attrapé. Kolo kolo, on va te pourchasser pour te série. Kolo kolo, mi ben qui me qui tu consommes. Ami ben qui me qui l'a mara. Est-ce que tu comprends ça? Donc, c'est-à-dire que Draman ne peut pas durer au pouvoir. Mais le peuple n'est pas d'accord avec lui. Est-ce que vous comprenez? Bon, regardez Ibé. Regardez Ibé. Il n'a pas dit que Ibé veut durer au pouvoir éternellement. Il n'a pas dit ça. Regardez Assimi. Il n'a pas dit qu'Assimi veut durer au pouvoir éternellement. Il n'a pas dit ça. Mais, regardez Tchani aussi. Regardez Tchani. Le gaz, il a diminué. Le carburant, il a diminué. Le ciment, il a diminué. Il a arraché tout ce qui appartenait. Il a nationalisé il a nationalisé Orano. Pratiquement, il a nationalisé Orano. Bon, Ibé, il a sorti de terre les entreprises. Assimi Goïta, pareil. Les cotons, il a fait dans des entreprises de coton, les entreprises de lithium. Il est en train de tout construire au Mali. Bon, les gens comme ça, là. Tu es opposé et puis on s'en fout. Parce que tu ne peux pas gagner lui, là. Ceux-là, tu ne peux pas les gagner. Tu ne peux pas les gagner. Bon, regardez Gbagbo. Malgré la propagande médiatique occidentale, malgré la propagande médiatique occidentale, mais Gbagbo a gagné il a gagné les élections. Malgré tout le monde entier était contre lui seul, mais il a gagné. Mais parce qu'il est gentil, hein, le peuple, l'argent circulaire. L'argent, ça circule comme ça. Nous, on vendait nos petits téléphones, là, ça sortait. Tu gagnes l'argent. Tu gagnes l'argent, les gens achètent. Mais aujourd'hui, tu vends un téléphone, va donner. Le gars après a fui ça. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand tu es gentil avec ton peuple, forcer ça paye. Et vous allez voir, Gbagbo là, il va prendre le pouvoir encore. Les présidents qui tournent ici et là, laissez-les s'embrouiller. Gbagbo va prendre le pouvoir. Alors, chers camarades d'Afrique, Apoutou, on lui a donné 5 ans. On dit on l'a condamné à 5 ans de prison. Apoutou. Bon, je n'ai pas la certitude. Hein. C'est Johnny Pacheco et puis sous les paris qui ont dit. Je n'ai pas encore la certitude. Donc, il dit ça avec réserve. On lui a donné 5 ans. Ce n'est pas parce que Apoutou, il serait dans un réseau de contrebande ou de quoi que ce soit. Non. C'est un message que Draman veut envoyer à l'endroit des peuples de Côte d'Ivoire, aux blogueurs, aux influenceurs et consorts. C'est un message qu'il envoie par rapport à 2025. C'est pour dire que si vous ne restez pas tranquille, on va vous prendre et on va vous mettre en prison. C'est un message qu'il envoie. Pour dire, si vous n'avez pas vos pieds dans la politique, on va vous prendre, on va vous mettre en prison. Premier message. Deuxième message, actuellement, il a acculé le ministre Vagondo, là, le ministre de l'Intérieur, là. Chaque mois, au moins, Interpol l'interpelle 2 fois. Pour dire, on a vu ça. C'est-à-dire que la contrefaçon, la corruption, le trafic de tout genre, être humain, drogue, blanchiment d'argent, c'est-à-dire que c'est des monnaies courantes en Côte d'Ivoire. Donc, Interpol est sur le dos de Draman. La DEA est sur le dos de Draman. Donc, comme Apoutou, c'est un grand influenceur, il a exhibé l'argent, on l'a pris, on l'a mis en prison,
pour envoyer un message à l'endroit de ses maîtres pour dire qu'en Côte d'Ivoire, on ne joue pas avec les fausseurs. Voici les deux messages que Dran Ouattara fait véhiculer à travers Poutou. Et il va Nimi. Pour les Bikongo là, c'est ça. C'est ça pour les Bikongo. C'est pour envoyer un message, pour dire tais-toi. Si tu parles, on te met dedans. C'est pas parce que tu es influenceur ou tu as de la visibilité que tu vas te permettre de parler de politique. Tu parles dedans, on te met au ouf. C'est que Makosso a dit contre le président Laurent Gbagbo là. Est-ce que ça vaut ce que, comme le gars là, ce que Bikongo a dit? Ça n'a rien à voir. Makosso a carrément menti sur le président. Il a menti sur lui. Et c'est des propos graves. C'est des propos graves. Et vous l'avez vu. Et vous les avez vu l'interpeller? Non. Parce qu'il donne l'autorisation de façon indirecte aux gens d'attaquer le pouvoir, l'opposition. Mais il est interdit à qui que ce soit d'attaquer le parti au pouvoir. Vous avez vu, non? Sinon, Bikongo là, il a parlé mal à Gbagbo. Il a dit Gbagbo vient, Gbagbo est déjà mort. Gbagbo peut faire quoi encore? Mais c'est n'allé nulle part. Mais pourquoi, dès qu'il parle sur Bakongo, on le met en prison? Vous comprenez un peu? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, c'est les messages qu'ils envoient. Mais malgré vos messages, nous on est là. Nous on est là. Et le peuple est là. Et les enfants sont en train de naître un peu sur la toile. Aujourd'hui même, beaucoup de même peut se reposer. Je peux dormir tranquille. Parce qu'il y a trop de jeunes, talentueux, bons orateurs pour nous remplacer. Les Oxymore, les Manuela, les Gbagbo a raison, les petits là, comment ils s'appellent? Il y a un lot côté là-bas là. Ils sont beaucoup sur la toile aujourd'hui, qui peuvent nous remplacer dignement et fièrement. Est-ce que vous comprenez un peu? Et ça pousse. Et ils sont en Côte d'Ivoire, les Ziggy là, ils sont en Côte d'Ivoire et ils parlent. Ah, les Benito, voilà. Ça c'est les petits qui sont pimpants, qui sont nerveux. Ils ont le verbe. Comment? Les petits là-bas, ils nous dépassent. Ils nous dépassent. Comment ils s'appellent là? Go et Aventureux Go. C'est les petits qui sont très, très brillants. Est-ce que vous comprenez ça? C'est les petits qui sont très brillants. Donc, malgré ton intimidation, votre intimidation, les enfants s'expriment. Les jeunes s'expriment. Et ça sera ainsi. On va s'exprimer parce que c'est un pan de l'histoire de l'Afrique. C'est la période où la jeunesse est décomplexée. C'est la période où la jeunesse prend conscience. Et personne ne peut freiner cet élan-là. Personne. Personne ne peut freiner ça. C'est naturel, c'est divin. Donc, tu vas beau intimider, il y aura des gens pour parler. C'est comme Thomas Sankara le disait. Tuer Thomas Sankara et des milliers de Sankara naîtront. Aujourd'hui, là, est-ce que les révolutionnaires ne sont pas là? Est-ce qu'ils ne sont pas là? Ils sont là. Ibrahim Traoré, ils ont tué Thomas Sankara. Thomas Sankara, c'était un Burkina Faso sur le monde. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré est là. Assimi Goïta, Tchiani. Et puis, le gars du Tchad est en train de les rejoindre. Petit à petit, ça va s'embraser. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, M. Draman, c'est un coup d'épée dans l'eau. Arrêtez à Poutou. C'est pourquoi même, moi-même, je ne parle pas trop dedans. Je ne parle pas trop dedans. C'est Suspect 95 qui m'intéresse. Suspect 95, c'est lui qui est mon gars. Voilà. Lui et puis les gars, c'est eux. Si on les touche, là, ils sortent de mes gonds. C'est-à-dire que je sors de mes gonds et puis je deviens féroce.
Mais les Bikongo et consorts, les Apuchou là, moi, franchement, je suis désolé, mais ça me fait pas trop d'effet. C'est un Ivoirien, il subit une injustice, oui, je dénonce, je condamne. Mais pour dire qu'il y a mettre les organes, je suis désolé. Parce que on a vu ici les démolitions des maisons des gens. Pendant que Pichirim Balé se promenait pour parler. Pendant que moi, j'ai relayé ces vidéos ici. Pendant qu'on pleurait. On pleurait en silence. Mais eux là, ils étaient dans le show. Ils ne parlaient même pas de ça. Bon, c'est un frère. C'est un frère. On dénonce ce qui lui arrive. On n'est pas d'accord avec ce qui lui arrive. Mais il n'a qu'à le libérer. Mais voilà, moi je me limite à là. Voilà. Alors, au Mali, chez camarades peu d'Afrique, il y a un front qui est né. Les Waworo que la même Malienne a défait là. Comment on appelle ça? Les terreaux là. Les anciens signataires de l'Azawad là. Ils sont allés se coaliser. Que eux, ils s'appellent Front pour la libération de l'Azawad. FLA. FLA. Il dit, c'est pas vous, FLN. C'est pas vous, FLN. Ils appellent FLA. Donc, ils ont créé leur FLA aujourd'hui. Ils sont en train de faire leur réunion de FLA. Dès qu'ils ont fini leur réunion, ils sortaient. Il y a un drone qui les a envoyés douille. 7 morts. 7. Parmi les chefs de FLA. Vous avez vu, la même Marianne a fait un communiqué où elle dénombrait les morts, parmi lesquels les dignitaires des terreaux. C'était là. Ils sont en train de faire réunion. Ils ne savent pas que la même Marianne est dans les airs et elle les surveille. Quand ils ont fini leur réunion, le premier a sorti sa tête. La même manière, le drone a visionné. Reconnaissance faciale. On a vu que c'est eux. Tout est clair. Le drone a envoyé. 7 morts. 7. Koso. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, là où ils sont dedans, ils pensent que comme Bachar al-Assad a été lâché, Bachar est tombé. Bachar là, c'est pas la Russie qui l'a fait tomber. Non, c'est pas la Russie qui l'a lâché. Non, c'est ses propres militaires qui l'ont lâché, qui ont refusé de combattre. Parce que Bachar les maltraitait. Mais aujourd'hui, en Russie, un militaire russe, vous savez combien il est payé? Hein? Tu t'en vas en guerre, tu reviens, tu n'es pas mort là, tu deviens quelqu'un. Les militaires russes, ils ont près de... C'est-à-dire qu'ils n'ont pas moins de 50 000 euros par an. C'est pas un. Non. Par mission, je dirais. Par mission. Près de 50 000 euros par mission. Ils ont les privilèges. Quand ils meurent là, ta famille est garantie à vie. Quand tu meurs au combat en Russie, ta famille est prise en charge à vie. Voilà. Alors que aujourd'hui là, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, tu dis quoi? Les militaires de l'AES, il n'y a pas plus patriote que ceux-là. Il n'y a pas plus patriote. Je vais vous raconter une histoire que un monsieur a raconté à la télévision nigérienne. Il dit, les militaires nigériens qui étaient à la frontière, qui étaient basés sous Bazoum, à la frontière entre le Mali et le Niger, au niveau d'André Bokane. Les terreaux venaient les narguer. Ils venaient les narguer et ils rentrent dans la zone de André Bokane, Mali. Il y a André Bokane, Niger, et puis il y a André Bokane, Mali. C'est le même peuple. Donc, quand les militaires vont les narguer, ils vont les attaquer, et puis ils rentrent au Mali, et puis les Nigériens ne peuvent pas
les poursuites parce qu'il n'y a pas de droit de poursuite. Alors, Salif Modi, il était chef d'état-major du Niger. Les militaires ont fait remonter je dirais, comment on appelle ça? Qui va impléter le mot là? Ils ont fait remonter leurs problèmes jusqu'au chef d'état-major Salif Modi. Alors, Salif Modi prend une audience avec le président Bazoum. Non, je dirais leur désagrément. Voilà. Ils font monter ça jusqu'à Salif Modi. Et Salif Modi cherche à avoir une audience avec le président Bazoum. Bazoum accepte l'audience. Et Salif Modi, il explique la situation. Voici les désagréments que nos militaires rencontrent sur le terrain. Voici comment les terroristes les narguent sur le terrain. Voici ce qu'ils rencontrent. Alors, il demande à Salif Modi, il demande au président Bazoum de lui donner l'autorisation d'aller demander un droit, d'aller négocier un droit de poursuite en territoire malien. Vous vous rappelez, Salif Modi est parti voir Assimi Goïta. Vous vous rappelez de ça, non? Alors Salif Modi a eu l'autorisation avec Bazoum et il se rend au Mali. Arrivé au Mali, il fait part de la situation au président Assimi Goïta. D'abord, il fait part à son homologue chef d'état-major et son homologue chef d'état-major le conduit chez Bazoum et chez le président Assimi Goïta. Il arrive là-bas et il détaille la situation. Alors, Assimi Goïta, lui-même qui avait déjà constaté ces faits-là, et lui-même, ses officiers lui avaient rapporté cette situation-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il donne l'autorisation. D'abord, Salif Modi, initialement, il avait demandé 10 km. Il avait demandé 10 km du territoire malien. Vous comprenez? Il avait demandé l'autorisation de pouvoir poursuivre les terreaux sur 10 km dans le territoire malien. Assimi Goïta lui dit non, 10 km, c'est vrai que c'est bon, mais c'est peu. Je te donne 40 km. Didier, merci mon frère. Je te donne 40 km dans le territoire malien. Alors, Salif Modi, content de cette prouesse diplomatique, il se lève, il vient rendre compte à son président. Naturellement, Bazoum, même s'il n'est pas content, dans son fond intérieur, il fait savoir à Modi qu'il est content. Alors Modi est auréolé de ses résultats diplomatiques. Il se rend maintenant sur le front, à la frontière de André Boucan avec le Mali. Il va trouver ses officiers et ses soldats. Il va leur faire part lui-même de l'accord qu'il a pu signer avec les autorités maliennes. Quand il arrive là, il déballe et puis il leur fait part de l'accord. Il montre tout. Donc les militaires ont commencé à danser. Les militaires étaient en joie, étaient dans l'euphorie. Dans ça, voici attaque qui leur tombe dessus. Une attaque d'envergure qui leur tombe dessus pendant que Modi lui-même est là. Une embuscade. En fait, l'embuscade visait à tuer Modi lui-même. Mais Modi, non seulement c'est un militaire, mais le gars n'est pas simple. Aradon Koko, il s'est lavé un peu.
Il s'est lavé un peu, il a bu un peu, il a mangé un peu, il s'est purgé un peu. Donc, Modi, avec ses gars, il résiste. Il résiste à l'embuscade et ils font une riposte. Et même, ils arrivent à attraper 2 militaires parmi les terreaux qui les ont attaqués. Et il s'est avéré que les deux terreaux qu'ils ont pu arrêter parmi ceux qui les ont attaqués étaient des Français. Vous comprenez? Parmi ceux qui les ont arrêtés, c'était des Français. Alors, Salif Modi, il prend les Français, les deux Français, et il monte avec ceux-là, où ça? À Niamey, pour aller faire le point à son président. Mais c'est un... Mais Joe, qui va se négliger? Qui va se négliger? Est-ce que vous comprenez ça? Je suis allé rendre compte, je suis allé visiter mes gars, et puis je te ramène 2 terroristes. 2 terroristes français. Qui va se négliger? Alors Modi arrive. C'est un exploit. Donc Modi arrive devant Bazoum et il présente la situation. Je suis allé faire le point. On nous a attaqué. On a riposté vigoureusement. On a pu attraper 2 terreaux, mais qui sont des Français. Alors, Bazoum dit, mettez-les en prison. Automatiquement, l'état-major général des armées français est automatiquement informé. Alors le chef d'état-major, le général, comment il s'appelle là? Mettez-moi le nom du chef d'état-major de la France là, j'oublie son nom très souvent. Ce gars-là s'élève 2 jours après ce combat-là, il s'élève, il va en France, il va à Niamey. Il arrive à Niamey, il demande à Bazoum non seulement de libérer les 2 terroristes, non seulement de libérer les 2 terroristes, mais de limoger immédiatement. De limoger immédiatement le général Salif Modi. Et automatiquement, Bazoum relève Salif Modi de ses fonctions et il s'apprête à nommer Modi ambassadeur du Niger dans le Moyen-Orient, dans les pays arabes là-bas. Parce qu'ils ont demandé à Bazoum d'éloigner Salif Modi du système militaire. Alors, les militaires du rang apprennent ça, ils commencent à grogner. Ils commencent à grogner et ils informent Tchiani. Entre-temps, Bazoum avait fait son interview avec Jeune Afrique où il a dit que les terroristes sont forts, que les trucs là, que les terroristes sont forts, que les militaires, comment on appelle ça, les militaires nigériens. Donc, les militaires, automatiquement, l'information, Thierry Bugard, l'information se promène. L'information se propage dans les casernes. Alors, ça tombe dans les oreilles de Tchiani. Donc, Tchiani appelle à une réunion. Parce que les militaires ne pouvaient pas accepter le limogeage de Modi. Ça allait créer ça allait créer un soulèvement déjà dans les rangs. Et d'ailleurs, même les militaires allaient refuser de se battre à cause de Salif Modi. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça tombe dans les oreilles de Tchiani. Tchiani dit, bon, je vais lui en parler. Et Tchiani va lui dire, Monsieur le Président, les Français que vous avez arrêtés là, les militaires, les terroristes que nous avons, que les militaires ont arrêtés, il ne faut pas les libérer. Si vous les libérez, ce n'est pas bon.
Parce que c'est au prix du sang que les militaires ont pu les arrêter. Ils étaient venus pour les tuer. Donc si vous les arrêtez, c'est une frustration non seulement pour les soldats de rang, mais nous-mêmes les officiers, c'est une frustration pour nous. Il ne faut pas les libérer. Bazoum a pris la décision de limoger Tiani et Modi. Alors que c'est Tiani qui était le commandant de la garde présidentielle. Tiani d'abord, c'est arrivé là-bas. D'accord. Il a dit à ses gars, mettez-le aux arrêts. Direct, il dit, mettez-le aux arrêts. Vous avez vu, excusez-moi, hein. Voilà. Est-ce que vous avez vu coup de feu même à Niamey? Il n'y a pas eu de combat. Personne, aucun militaire ne s'est opposé à ça. Tous les généraux du Niger se sont mis ensemble pour faire ce coup d'État. Parce qu'ils ont vu que trop était trop. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ce n'est pas patriotisme. Ce n'est pas patriotisme que les militaires du Niger ont fait tomber Bazoum. Pas patriotisme. Vous comprenez? Donc, c'est pas parce que, comment on appelle ça? C'est pas parce que Bazoum, Bachar al-Assad est tombé, les militaires de la Syrie, les militaires syriens ont refusé de défendre Bachar al-Assad, que les gens vont prendre pour dire non, les militaires de l'AES peuvent refuser de défendre leur patrie. Jamais de la vie. La Russie ne combat pas dans l'AES. C'est vrai que les militaires russes, souvent, ils aident. Mais celui qui est au combat, celui qui est au corps à corps, celui qui est devant, c'est le militaire malien, burkinabé. En tout cas, c'est le militaire de l'AES qui est devant, qui est au corps à corps. Donc ça, il faut que les gens arrivent à comprendre ça. Et il faut qu'on puisse lever l'équivoque sur ce point-là. Voilà. Ce n'est pas la Russie qui combat là-bas. C'est les militaires qui combattent. C'est vrai que la Russie donne les armes. C'est l'Afrique que la Russie donne les armes. Et ceux qui combattent sur le terrain, c'est eux. C'est les militaires. Donc, ce qui s'est passé en Syrie ne peut jamais se passer dans l'AES. Dormez en paix. Voilà, dormez en paix. Même si c'était moi-même. Même si c'était moi. Mais regardez, sous Ibeka, regardez comment les militaires maliens reculaient. Sur tous les fronts, ils reculaient. Sur tous les fronts, les militaires maliens reculaient. Sur tous les fronts. Les médias menteurs, ils mentaient sur eux. Pour dire oui, les militaires maliens vendent ils enlèvent les pneus des voitures pour les vendre. Ils font ceci, ils font cela. Mais ils faisaient pas ça. En réalité, c'est parce que le moral était bas. Ibeka et puis son fils partaient chez les femmes. Ibeka que vous voyez père à son âge, Ibeka dormait. Ibeka se réveillait à 16 h. Et il passe toute la nuit en train de signer. Il dort. Il se réveille 14 h 15 h. C'est son fils qui présidait le conseil des ministres. Demandez aux gens où ils sont. Et son fils, Karim Keita, là, mais c'est Karim Keita qu'on a vu qui se promenait sur les jets privés avec les go, avec l'argent des Maliens. Les gens ont donné l'argent pour aller payer les armes. Ils ont détourné l'argent là. Vous comprenez ça? Des antiballes. Ils vont prendre antiballes carton. Antiballes d'entraînement là. Antiballes d'entraînement que les gens prennent pour faire entraînement là. Carton là, ils vont prendre. Quand on tisse, ça rentre. Vous comprenez? Les militaires français les militaires maliens n'avaient même pas de rengues. Ils n'avaient même pas de rengues. Là, on a vu les Burkinabés là. Il y a un reportage que les Burkinabés ont fait. C'est ça même qui a poussé à la chute de Roch Kaboré. Les militaires burkinabés, ils ont fait il peut même le dire. Il dit, souvent ils avaient une seule calache. Toi tu tires, après toi tu donnes à l'autre, l'autre tire, après il donne à l'autre. Une seule calache. Quand tu descends, toi tu donnes à l'autre, et puis toi t'en vas. L'autre vient, il n'était pas équipé. Il n'était pas armé. Rien du tout, il n'avait rien.
C'est-à-dire que c'est le SEC. C'est ceux qui étaient chargés de la défense du président qui étaient armés. Les autres ne sont pas armés. Même aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Même aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nos militaires, les policiers, il y a beaucoup qui ne sont pas armés. Ou bien ils ont armes, mais leur arme est gâtée. Même leur arme est gâtée. C'est gâté. PA là, c'est gâté. Vous comprenez ça? Donc, les militaires patriotes sont venus prendre leur pays, puis ils ont réarmé leurs armées. Ils ont rééquipé leurs armées avec toutes sortes d'équipements de dernière génération. Donc, c'est pas la même chose. Et puis eux, là, ils sont gentils avec le peuple. Bachar, là, il n'est pas gentil avec son peuple. Voilà. Et puis c'est Erdogan qui avait tombé Bachar al-Assad. Draman Ouattara a tenté plusieurs fois de faire tomber les régimes de l'AES. Ici, il a bu. Il a tenté plusieurs fois de faire tomber IBI. Ici, il a bu. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, dormez en paix, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de l'AES. Dormez en paix. Il n'y a rien qui peut arriver. Voilà. Donc, je voudrais vous dire ça. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2005, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.